la seconde partie de La vie à la Seine pendant la guerre de 14-18. Après avoir évoqué la vie municipale, administrative et industrielle dans la première partie, nous allons évoquer les autres aspects de la vie quotidienne des Seinois. En ce qui concerne l'agriculture et l'alimentation, la mobilisation va avoir des conséquences dramatiques. D'autant plus que, contrairement aux ouvriers de l'industrie, qui seront assez souvent mobilisés sur place ou affectés spéciaux, nos agriculteurs resteront jusqu'au bout au front et constitueront la catégorie qui proportionnellement paiera le plus lourd tribut à la guerre. Alors que ces malheureux partirent avec le souci de leur moisson en cours et en espérant que leur conflit serait fini à temps pour les vendanges, hélas. Dès le mois d'août 1914, avec la pénurie de main-d'œuvre agricole et le manque de moyens de transport, de nombreux produits alimentaires se raréfient et leurs prix flambent. Après quelques mois de guerre, les prix de la viande et des produits laitiers ont été multipliés par 2, les prix des pommes de terre et du sucre par 3, les prix de l'huile et des œufs par 4, entraînant spéculation et marché noir, avec des situations dramatiques pour les familles dont les revenus ont brusquement diminué à partir de la mobilisation. Les tickets de rationnement vont être introduits à partir de 1917. En outre, malgré les directives préfectorales de blocage des prix des denrées de première nécessité, certains commerçants vendent à leur guise. Et la révolte gronde lorsque les clients s'aperçoivent que la baisse des prix n'existe que dans les journaux et n'apparaît pas sur les étiquettes. En matière d'enseignement, il faut rappeler qu'au début de la guerre, la Seine ne possédait que 4 écoles publiques, Martigny pour les garçons, Clément Daniel pour les filles, la maternelle Jean Jaurès et l'école des Sablettes, seule école mixte. En ce qui concerne l'enseignement privé, il y avait le collège des Pères Maristes, l'externat Saint-Joseph et l'école primaire Sainte-Thérèse. Ces établissements vont continuer à fonctionner, mais avec beaucoup de difficultés, en raison de la mobilisation de nombreux maîtres. On rappelle alors des retraités et on recrute de jeunes suppléantes ayant leur simple brevet élémentaire. On a vu que le collège des Pères Maristes avait été réquisitionné dès le début du conflit pour y installer un hôpital complémentaire. L'enseignement des Maristes avait donc dû fonctionner, mais seulement en externat, dans l'ancien pensionnat Notre-Dame de la Présentation au Mouillesec. D'une façon générale, l'état de guerre fait que l'enseignement n'est plus la priorité. Les crédits de réparation ou de construction sont gelés, et après la guerre, les régions du Nord et de l'Est étant prioritaires dans les budgets de l'éducation nationale, il n'y aura plus aucune construction nouvelle d'école à la Seine jusqu'après la libération de 1944. Au niveau de la vie associative et culturelle, la Seine possède au moment de la guerre des salles de spectacle, des sociétés musicales, des clubs sportifs. En matière de spectacle, la Seine possède à l'époque 3 établissements importants: l'Éden Théâtre, place de la Lune, les Variétés Cinéma, rue de la Lune, et le Cursal Cinéma, quai François Bernard. Ces 3 établissements fonctionnent à peu près régulièrement pendant la guerre, des programmes de spectacle étant publiés chaque semaine dans la presse. Mais les soldats revenus en permission vont être profondément choqués de voir que, à la différence de l'enfer qu'ils vivent au quotidien, la vie continue pour ceux qui ne sont pas au front. On danse, on va au cinéma muet ou au théâtre. Et les spectacles sont naturellement beaucoup plus nombreux et variés à Toulon. Les seuls changements notables sont qu'au cours des représentations, des séquences d'actualité de la guerre sont diffusées. On a droit aussi à des spectacles de propagande. Et de manière croissante au cours de la guerre, des représentations sont données au profit des œuvres de bienfaisance. En ce qui concerne la musique, depuis 1903, la Seine possède son kiosque à musique, place Le Dru-Rollin, que les sociétés musicales La Seinoise et l'Avenir Seinois se partagent pour y donner concerts et bals. Les conséquences de la guerre sur l'activité de ces sociétés peuvent être examinées avec précision en étudiant les archives de la Philharmonique La Seinoise. On observe ainsi que sur 52 musiciens, 25 sont mobilisés et que sur ce nombre, 6 vont être tués au combat ou morts de maladies contractées en service.
dont Joseph Sylvie, le fils du chef de musique Marius Sylvie. De l'autre côté, 27 musiciens ne sont pas envoyés au front, ou trop jeunes, ou trop âgés, ou encore mobilisés sur place à l'arsenal ou à la pyrotechnie. Avec ces 27 musiciens restants, la Seine-et-Oise pouvait potentiellement jouer, mais l'envie et le cœur n'y sont plus, et les activités seront interrompues, à l'exception d'un concert musical au bénéfice de l'œuvre du monument aux morts. Mais la vitalité de la Seine-et-Oise et sa capacité à rebondir sont telles qu'elle reprend ses répétitions le 14 novembre 1918. Alors que bien des associations ne se reconstitueront qu'en 1919, voire 21 ou 22, la Seine-et-Oise, elle, reprenait ses activités 3 jours seulement après la signature de l'armistice. Qu'en est-il de la vie sportive? Une quinzaine d'associations sportives existent officiellement à la Seine au début du XXe siècle. On peut citer le Vélosport seinois, des sociétés de gymnastique et de tir comme l'Aurore ou l'Avant-Garde, le rugby avec l'Union sportive seinoise, le football avec l'Étoile indépendante seinoise, la boxe anglaise, les bouleaumanes seinois, l'Olympique seinois, le club nautique, les joutes nautiques, les courses hippiques à la Goubran, etc. Bien que les sportifs appartiennent en majorité aux jeunes générations, qui sont largement envoyées au front, la guerre n'arrête pas complètement la pratique sportive. Mais l'activité des clubs est cependant ralentie, surtout au début de la guerre, un regain progressif des activités semblant se produire à partir de 1917, avec par exemple la réouverture du vélodrome de la Canourgue. Au contraire, le rugby, l'Union sportive seinoise, voit ses activités totalement interrompues, car, et je cite l'ouvrage de mes amis Giovannetti et Giraudot, à l'horizon de ces jeunes gens s'annoncent d'autres luttes moins fraternelles, d'autres mêlées, dont beaucoup ne se relèveront jamais. Dans la vie quotidienne, il semble à certains égards que, loin du front, la vie continue normalement. La rubrique des faits divers des journaux reste alimentée par des nouvelles du type « Le tramway déraille au pas du loup »,« Accident entre charrette et tramway », procès-verbal pour jeu de hasard sur voie publique, 15 chiens capturés par le Tchapacan, cyclistes sur les trottoirs du cours Louis Blanc, etc. La presse quotidienne continue à publier également ses caricatures humoristiques, tournant le plus souvent les boches en dérision. Ses réclames pour les pastilles Valda ou la jouvence de la baie-souris et pour d'innombrables sources poudres censées remédier à la chute des cheveux, au retour d'âge ou guérir asthme, syphilis, impuissance, etc. Également des feuilletons, au titre parfois en rapport avec la guerre, les volontaires de 1914, la cantinière de Sambre-et-Meuse, la belle obusière, pantalon rouge, soldat de demain. Mais d'un autre côté, la guerre a des conséquences qui apparaissent régulièrement dans les faits divers, en particulier une recrudescence de la délinquance, dont les auteurs sont le plus souvent des mineurs, livrés à eux-mêmes en l'absence du père ou des aînés, vol de denrées alimentaires, vol de poules, d'absinthe, de cuivre, des vols à l'arraché en plein jour, des vols avec effraction dans les boutiques. Et ceci amène la ville à recruter des veilleurs de nuit et la police à appréhender les auteurs de ces délits. Enfin, le 11 novembre 1918, à 5h15 du matin, dans la clairière de Rotonde, l'armistice est signé, mettant fin à près de 4 ans et demi d'un effroyable conflit. Mon père, Marius Autran, alors âgé de 8 ans, a souvent raconté qu'il était parti ce matin-là avec ses grands-parents à la cueillette de champignons dans la forêt de Janas, et que la nouvelle de l'armistice leur était parvenue en milieu de matinée, grâce aux gardes forestiers qui en provençal criaient « La guerre est finie », la guerre est finie. On n'a jamais su comment la nouvelle avait pu se propager aussi vite jusqu'au fond du vallon de Romagnan, à une époque où le téléphone n'était guère en usage que dans les grandes administrations publiques. À la Seine, dès l'annonce de la signature de l'armistice, la ville de la Seine revêt un caractère de fête nationale. Les édifices municipaux, les cafés, les cercles sont pavoisés, une foule réjouie s'assemble devant la mairie. L'on voit ressortir à la Seine
ces drapeaux qui depuis plus de 4 ans attendaient de reflotter sous le souffle de notre victoire. Cette euphorie de l'armistice a pu sembler estomper momentanément les 4 années et demie pendant lesquelles la Seine avait vécu à peu près normalement à certains égards, mais comme on l'a vu, avec bien des difficultés à d'autres égards. Ce qui va demeurer, l'euphorie passée, ce sont les traces ineffaçables que le conflit aura laissées, que des décennies ne suffiront pas à faire oublier. Dans les souvenirs de la guerre, ce qui va dominer tout le reste, ce sont les effroyables pertes humaines subies, surtout dès les premiers mois du conflit. 104 Seinois sont morts pour la France en 1914, en moins de 5 mois, 121 en 1995, 84 en 1916, 51 en 1917, 81 en 1918 et encore 14 après 1918 à la suite des problèmes de maladies et de gazage notamment. Le spectacle des cortèges funèbres, drapeaux en tête, cercueils drapés aux couleurs nationales, marquera la mémoire des Seinois pour de longues années. Ces cérémonies où sont emmenés les enfants des écoles se poursuivront pendant plusieurs années après la fin de la guerre, lors de la restitution des corps aux familles. Au total, 460 Seinois sont morts pour la France. Toutes les familles seinoises sont touchées au niveau d'un fils, d'un frère, d'un père, d'un oncle. Et à ces morts se rajoutent les centaines de blessés, souvent très grièvement, mutilés, handicapés à vie, que l'on rencontrera parfois en ville jusque dans les années 60. Et en 1919, ce fut le traité de Versailles, dont on a souvent dit que les clauses contenaient en germe les causes des guerres suivantes. En effet, 25 ans plus tard, en 1944, notre ville de la Seine était très gravement atteinte lors du second conflit mondial. Si les victimes militaires furent beaucoup moins élevées que lors de la guerre de 14-18, les dommages subis par la ville furent considérables au plan matériel, avec 65% de nos immeubles détruits ou gravement endommagés, les chantiers détruits en quasi-totalité, et surtout des pertes civiles, 266 morts causés par les bombardements de nos libérateurs anglo-américains, auxquels il faut rajouter 15 Seinois morts en déportation et 16 autres fusillés ou tués dans les combats de la libération. Et cette fois-ci, en 1943-44, notre Seine n'était pas loin du front, elle était véritablement au front. Nous reviendrons sur ces 2 années dramatiques dans un prochain épisode. Je vous remercie.